Optigestion veut s'y situer comme des gérants de conviction. Alors, on va vous ouvrir le capot du moteur. La gestion de conviction, je voudrais commencer par un petit quiz très rapide. Vous avez ici les 10 premières capitalisations de l'an 2000. Vous les avez probablement toutes eues en portefeuille. Donc, vous vous souvenez des Microsoft, General Electric, vous vous souvenez sûrement de Cisco, Walmart, etc. Selon vous, combien de sociétés figurent encore dans les 10 premières capitalisations à ce soir? Alors, il n'en reste qu'une seule, c'est Microsoft. Et ce qui est spectaculaire, c'est que Microsoft est encore numéro 1. Ça, c'est spectaculaire. Les 9 autres, je vous les livre: Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta, c'est le nouveau nom de Facebook, Nvidia, Berkshire Hathaway, Tencent. Donc un constat déjà, il ne reste qu'une seule chinoise avec ce qui s'est passé en Chine cette année, on en reparlera. Donc voilà les 10 premières capis. Alors derrière tout ça, il y a le moteur de l'innovation. Derrière chaque courant d'innovation, il y a toujours eu au rendez-vous de l'histoire la productivité. D'accord ? En fait, au début du XXe siècle, il y a eu 3 mouvements d'innovation: l'électricité, le téléphone, le moteur à combustion. C'est la somme de ces 3 innovations qui, combinées, a donné toute la révolution industrielle. Malheureusement, vous avez eu les guerres mondiales qui ont entravé l'innovation. Il a fallu attendre 1970 pour retrouver l'ordinateur personnel, puis l'Internet dans les années 80, puis le e-commerce à la fin des années 90. Mais vous voyez ces mouvements d'innovation qu'on a figurés là, ça c'est le temps d'aujourd'hui. Et ce que nous vivons, c'est que derrière tout ça, il y a des startups, et les startups font la révolution digitale. Alors pourquoi la révolution digitale? Il y a 5 grands, ce qu'on appelle nous des clusters de l'innovation. Je vous les montre, retenez-les parce que ça va nous entraîner pendant 10-15 ans. L'intelligence artificielle, on les a figurés par ordre de taille. La blockchain, l'énergie renouvelable et son stockage. Il n'y aura pas de révolution de l'énergie si on n'a pas le stockage. La robotique. Et enfin, bientôt, tout le génie génétique. On en voit un peu là avec la forme de l'ARN. Mais demain, la gestion de votre médecine, de votre santé personnelle et préventive. On arrivera à soigner les maladies bien avant qu'elles arrivent. Derrière la révolution digitale, la raison pour laquelle ça se traduit dans les cours de bourse, notamment intéressant, impressionnant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la disruption. La disruption, c'est la croissance exponentielle par rapport à la croissance linéaire. La croissance exponentielle, elle est liée à 3 facteurs. Donc retenez ce soir les 3D. La désinflation. Je vous donne un exemple. 1 gigaoctet en 1973 coûtait 3 millions d'euros à stocker. Au jour d'aujourd'hui, c'est 5 cents. Pour donner un exemple, la Bibliothèque de France qui est derrière, il faudrait un disque d'environ 1 000 euros aujourd'hui pour stocker toute la connaissance de la Bibliothèque nationale de France. C'est pour vous donner l'idée de la désinflation. Le deuxième, la digitalisation. Tout ce qui est numérique est accessible à tout moment. Là, vous avez quelques exemples en 1 minute. On s'est parlé pendant 1 minute. 50 000 utilisateurs connectés à Teams, 7 000 colis envoyés par Amazon, 400 000 heures de vidéos sur Netflix. Et les exemples sont très importants. Donc vous avez compris qu'on a tout basculé. Tout ce qui n'était pas digital a été transformé. Et enfin, après les 2D, le 3e D, la démocratisation. Il y a aujourd'hui 5 millions de porteurs de portables. Ils ont tous accès à la connexion Internet. Et environ 4,6 milliards d'internautes. On pense que les 7 milliards d'internautes seront opérationnels d'ici 5 ans. Donc vous avez compris la disruption. Optigestomonde par rapport à ça. Donc on s'intéresse à ces nouveaux usages de la planète. Le process est assez simple. On veut toujours vérifier la profondeur du marché. On ne s'intéresse pas aux petites niches. Ensuite, s'assurer qu'il y ait une bonne performance économique des sociétés. Regarder le potentiel boursier. Et enfin, gérer le risque. C'est aussi important que la performance. Donc vous avez cette itération en 4 étapes. La profondeur du marché, c'est par exemple un segment que nous aimons, qui est le premier segment d'Optigestomonde, c'est le SaaS.
Le SaaS, c'est quoi? Vous l'utilisez tous. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est la location de vos logiciels. Vous n'achetez plus aujourd'hui de licence. Tous les mois, vous avez votre facture de Microsoft. Et si je vous posais la question, je pense que vous ne connaissez même pas le montant de cette facture. Et je pense que si vos affaires sont plus difficiles demain, vous ne vous posez même pas la question de remettre en question cette facture. Si on est d'accord avec ça, vous voyez à gauche, Microsoft, le marché croît de 15%. Vous avez d'autres acteurs, Oracle, ServiceNow, Salesforce, Zoom, Adobe. Et en fait, ce que nous regardons, c'est d'une année sur l'autre, s'assurer que, quel que soit l'acteur, que sa performance, sa part de marché relative reste toujours en tête. S'il commence à perdre des parts de marché, alors il n'a plus vocation à rester dans l'Optigest Monde. Le deuxième créneau que nous regardons, c'est bien beau de regarder une entreprise. Ce que l'on veut vérifier, c'est que la partie à gauche, c'est toutes les variables d'exploitation. S'assurer que le chiffre d'affaires, la rentabilité et les multiples VE sur EBITDA progressent. Tout ce qui est à droite, c'est-à-dire qui ressort du bilan, racheter ses actions, jouer avec la dette, jouer avec le dividende, ce que font beaucoup de sociétés américaines, ça, pour nous, c'est en mineur. Ça compte. Donc, ce qui est important, c'est la partie gauche. Troisième élément très important, nous ne faisons pas l'analyse financière. Je n'ai pas le contact du directeur financier de Microsoft. Pour ça, j'ai 45 analystes qui le font. C'est la courbe orange. C'est eux qui vont me dire, voilà à peu près, on a analysé la société, voilà l'objectif de cours à 12 mois de cette société. Tant que la courbe orange progresse, c'est pour nous une bonne société. Et nous allons investir sur cette société si le cours est 15% en dessous de cette courbe orange. C'est une marge de sécurité. Vous voyez que Microsoft a fait 34 fois la mise depuis on est à $340, on était à 140, on a fait presque 3 fois la mise, pardon. Et vous voyez que le prix actuel que paye le marché est à peu près le même. Ce qui veut bien souligner la qualité du management de l'entreprise et de la stratégie Microsoft. Et enfin, le dernier point, il ne faut pas faire d'émotion quand on a des actions. Vous pouvez avoir la plus belle des sociétés. Au bout de 22 ans en moyenne, elle atteint son point d'apogée et elle peut décliner. Souvent, les sociétés se font racheter à ce moment-là. Souvent, elles se repensent, se réinventent. Parfois, elles déclinent et elles meurent. Alors, c'est pour ça que nous avons systématiquement sur toutes nos sociétés un stop-loss. Quand on achète une entreprise, que ce soit Microsoft, à l'époque, on vous donne un exemple concret, Wirecard. Wirecard, peut-être que certains l'ont connu, c'était la tech allemande, c'était le mode de paiement, c'était Madame Merkel emmenait Wirecard en disant, vous voyez, on ne fait pas que des voitures en Allemagne. C'était le DAX 30, donc il y avait tout. Les comptes étaient audités et approuvés par Ernst & Young. Et pourtant, la courbe en bleu, c'est le cours de bourse. La courbe en orange, le fameux consensus. La courbe en rouge, c'est le stop-loss. Ça veut dire que quand on a acheté Wirecard, on avait un stop-loss à 86 €. Il y a eu la crise du Covid, mars 2020. La courbe a enfoncé le stop-loss. Ça nous a amené à réduire la position de Wirecard de 50%. Et puis, le titre s'est repris au mois d'avril. En avril 2020, le marché s'était repris. Mais vous voyez que le consensus commençait à baisser. Pas beaucoup, pas de façon inquiétante, mais il baissait un peu. Et au mois de mai, le stop-loss a été enfoncé une deuxième fois. Là, nous avons vendu le solde de nos positions à 86 €. Il a fallu attendre le mois de juin. Vous voyez que le consensus a tenu le cours jusqu'au mois de juin ici. Et là, on a eu une déclaration du directeur financier qui a dit « Excusez-nous, mais les 2 milliards de cash n'ont jamais été au bilan. » Et donc, le titre s'est effondré, etc. Donc, si Optigestion était une entreprise, les métriques d'Optigest Monde, c'est 22% de croissance. Pour certains d'entre vous, tous ceux qui sont chefs d'entreprise, vous savez que 22% de croissance, c'est un chiffre qui est bien difficile à atteindre, surtout dans la durée. Et ça, les 38 sociétés que nous avons dans Optigest Monde, la moyenne, c'est 22% de croissance. La croissance de l'EBITDA, 35%. Alors oui, la valorisation est un peu élevée, la VE sur EBITDA de 24 fois, mais il faut toujours prendre en compte l'environnement des taux. La dette mondiale est telle, on ne va pas en reparler aujourd'hui, que les taux, nous anticipons que les taux ne puissent pas aller au-delà de 1
1%. Donc il faut toujours comparer le rendement d'une obligation à 1% par rapport aux entreprises. Le ROCE, pour ceux qui sont familiers, 16%. Ça veut dire que le capital est très bien utilisé. Les dettes sur l'EBITDA, 1,2 fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet d'endettement pour ces entreprises. Capitalisation moyenne, 195 milliards. Donc on a des sociétés de grande taille. À aujourd'hui, les 10 premières sociétés, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a plus de sociétés chinoises. On a parlé des stop-loss tout à l'heure. Nous avions 17% de sociétés chinoises il y a un an dans la SICAV. Il y en a moins de 1% aujourd'hui. C'est un choix qu'on a fait qui a été d'opérer les stop-loss. Et malheureusement, les Alibaba, tout ça a fait l'objet de stop-loss. On verra dans quelques mois, j'espère. Mais pour l'instant, on ne revient pas sur la Chine tant que l'agenda politique de Xi Jinping n'est pas plus clair. Optigest Monde était à fin, là on vous l'a mis au 9 décembre, à 18% cette année, mais il avait suivi un certain nombre d'années. Peut-être que le chiffre qui vous intéresse, c'est sur 5 ans, 111%, ce qui veut dire une moyenne de 17% par an, avec une échelle de risque qui est de 5. Donc on est dans le risque action, mais c'est un risque que l'on assume. La courbe en bleu, c'est la SICAV. La courbe en orange, c'est l'indice. Alors ça, c'est méditer sur cette petite phrase de Woody Allen.